Le mécanisme du compte carbone, si on le résume en 3 mots, c'est un moyen de garantir vraiment la descente carbone en rationnant les riches, parce qu'il faut bien le faire, et en récompensant les pauvres, en laissant la liberté à chacun de choisir par quel bout il commence. C'est vrai que les Chinois sont prêts à faire un truc comme ça, de façon autoritaire. Et donc, on n'a pas envie du tout qu'il y ait un truc autoritaire qui se mette en place. Armel, bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Limite, et bienvenue aussi. On va parler de sujets qui fâchent. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, on va parler de quota carbone, on va parler de passe carbone, et on va essayer de comprendre, essayer de savoir quel est le vrai du faux, et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire pour l'avenir, est-ce qu'on peut faire sans, ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est peut-être ça qui va nous permettre de nous en sortir. Bienvenue à vous sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner bien sûr. Et c'est vous qui êtes mes patrons et prodexés, c'est grâce à vous qu'on parvient à être notamment ici à l'Académie du Climat et à réaliser autant de vidéos. Eh bien, n'hésitez pas à nous aider si jamais vous avez l'occasion. Via Tipeee, PayPal.me, vous avez les liens bien sûr en description. Il n'y a pas de petits dons, tout aide et bien entendu la bienvenue pour pouvoir continuer et surtout rester le plus indépendant possible et surtout à 100%. Merci à vous en tout cas d'être là. Armel, on va parler de gros sujets, mais d'abord, comment vas-tu? Très bien, il fait beau, on est à Paris, on a failli se voir à Bruxelles, mais à Paris c'était très agréable aussi. C'était à 2 doigts, mais malheureusement, petit imprévu, mais c'est bien, on se retrouve maintenant à Paris pour ça. Je te sens dans la joie. Ben moi, je considère l'humanité répartie en 5 groupes, dont ceux qui sont dans la joie, et je préfère toujours être dans la joie, il n'y a pas de doute. C'est quoi ce concept d'humanité dans moi, je reprends quelque chose qui est très, très connu. Docteur suisse, docteur Kubler-Ross a défini que dans le deuil, on avait 5 phases. 5 phases assez vraiment claires. Toute forme de deuil. Ouais, toute forme de deuil. La perte d'un proche, voilà. La perte du système économique, la perte du monde dans lequel on est. Et bien sûr, la perte du climat. Mais bon, moi, la semaine dernière, mes chaussures sont mortes. Je croyais pas. Des bonnes chaussures. Hein. Alors vraiment, non, j'essayais de voir si on pouvait les réparer, si on pouvait. J'étais vraiment dans le déni. Je voulais pas croire qu'elles étaient mortes. Ça, c'est la première phase. Tu as une grande partie de la population qui est dans le déni. Mais après, il a fallu que je m'y fasse. J'étais vraiment très en colère contre la vendeuse. Enfin, non, le vendeur, c'était un mec. Le vendeur qui m'avait vendu ça. Et pourtant, c'était des TBS, super bonnes chaussures. Hein. Mais comment ça se fait? Est-ce que c'était mal capté? C'était pas celle qu'il me fallait à mon pied? Bref, j'étais en colère contre tout le monde et contre les chemins où j'étais passé, etc. C'était vraiment la colère. Il y a vraiment une partie de la population qui est en colère. Et c'est très bien qu'on soit aussi en colère quand il le faut. Et puis, comme j'ai vu qu'il n'y avait rien à y faire, je me suis décidé je me suis acheté une casquette pour compenser. Parce que vraiment, perdre mes chaussures, il fallait qu'il y ait un truc à la place, quoi. Et donc ma casquette, j'en suis très fier, mais c'était un mode de compensation parce qu'il faut vraiment, à un moment ou à un autre, compenser la perte qu'on a eue. Après ça, j'étais comme une grande partie de la population dans la tristesse, même dans la déprime. J'ai eu une bonne semaine de déprime et c'est vraiment dur à supporter le fait que on peut pas faire autrement, que j'ai plus de chaussures. C'est comme ça. Et c'est triste, mais en même temps, il y a un élément qui est sympa à un moment, c'est qu'on retrouve à rigoler. Et donc on retrouve la joie. Et donc la fin du deuil est marquée par le retour de la joie. Et donc je préfère que tout le monde soit dans la joie et que même si le climat est très préoccupant, la proposition qu'on propose nous avec le mécanisme de compte carbone permet de voir le retour à l'équilibre et donc le retour à la joie. Et bien ça, on va en parler bien sûr. Dis-nous où est-ce que vous vous situez dans cette sorte de courbe qui a été proposée par Armel. Vous dites ça en commentaire bien sûr, n'hésitez pas à commenter durant tout le long de cette vidéo. Armel, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui représentes-tu? Moi-même, je représente, mais je suis un grand-père heureux, j'ai 6 petits-enfants, 5 garçons et une fille formidable, Jasmine, bonjour. Et je suis retraité à 73 ans, bientôt, après une carrière un peu bricolée, on va dire, mais enfin, j'ai saisi les opportunités, on va dire. Mes parents m'ont envoyé à l'école pour être instituteur, je n'ai pas pu. Puis être vétérinaire, je n'ai pas su. Et puis après, j'ai été ingénieur en traitement des eaux. C'est mon métier de base. Traitement des eaux et des nuisances. Et j'ai été embauché par les pétroles d'Aquitaine, devenu Elf Aquitaine, Elf. Et j'en ai démissionné avant 40 ans, parce que je pouvais plus supporter ça. Il faut dire qu'en 79, il y a eu Haroun Tazieff qui nous a poussé un coup de gueule en disant « C'est pas possible que l'humanité qui produit 20 milliards de tonnes de CO2, ça va nous péter la figure. » Lui, il était vulcanologue, il voyait bien le problème du CO2. Et donc, moi, j'ai essayé d'alerter la direction de Elf à ce moment-là. On est en quelle année, là? 79, il a... 79 ouais. Ah ouais. Il a poussé un coup de gueule. Moi, j'ai démissionné en 90. Il a fallu un petit peu de temps avant que je démissionne.
Après ça, j'ai monté des centres de formation. J'ai été DRH en entreprise de transport routier, de transport d'hiver. Et j'ai passé le concours pour être, j'étais aussi à mon compte, consultant, et j'ai passé le concours pour être ressources humaines à l'Union Européenne. Et j'ai été embauché comme DRH au Conseil de l'Union Européenne à Bruxelles à 50 ans. Et donc j'ai passé mes 15 dernières années à Bruxelles pour m'occuper de ressources humaines d'une des institutions importantes, qui est le Conseil, qu'on appelle aussi le Conseil des ministres, le Conseil européen. Et là, il y avait 3500 personnes qui ont bossé avec moi. On a vraiment forcé sur la formation, sur les modes de recrutement, Et en 2017, quand j'ai été pensionné, j'ai retrouvé ma liberté et mon devoir de réserve a été gommé. Et donc j'ai pu me mettre militant du climat, d'abord avec Jean Jouzel sur le pacte finance-climat, avec Julien Dossier sur la renaissance écologique, et avec Delphine Bateau, on a beaucoup bossé aussi sur ces questions-là. Et on a relancé la question de compte carbone lors de la Convention citoyenne pour le climat, en 2019-2020, parce qu'on s'est rendu compte que les braves citoyens, les 150 qui avaient été tirés au sort, ils étaient mal barrés. Et d'ailleurs, le résultat a confirmé que ça n'a pas servi tellement, cette CCC, parce que c'est une bonne idée, ou une bonne idée qui a mal tourné. Les organisateurs avaient réparti les 150 citoyens en 5 groupes. C'était un peu normal de répartir, hein. Mais 5 groupes, nous dans les organisations, on sait bien que c'est de la mise en silo. Et donc, mettre les gens en silo, ça te permet de sortir des réponses adaptées à ton domaine, mais pas globales. Et on a tout de suite pensé, avec Pierre Calam, un de mes copains, que les lobbies auraient toute facilité à empêcher qu'on réduise la vitesse sur autoroute, qu'on réduise la viande, parce que chaque fois que c'est une mesure limitée, il y a toujours des gens pour la combattre. Et nous, on a commencé à proposer à ce moment-là une mesure transversale, complètement systémique, qui s'appelle les quotas carbone citoyens, mais qu'on a appelé compte carbone pour le faire plus facile, quoi. Une monnaie carbone qu'on distribue aux gens. Eh ben, c'est intéressant, c'est une monnaie carbone qu'on distribue aux gens. On va directement mettre les pieds dans le plat. C'est un sujet qu'on voit beaucoup arriver, notamment en commentaire de notre chaîne. La peur qu'émerge, et je précise bien les termes, la peur qu'émerge. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà la construction comme quoi il y a quelque chose d'extrêmement négatif derrière. Qu'émerge un passeport, un passe carbone, lorsqu'on a eu notre premier confinement et tout l'aspect sanitaire avec le méchant virus qu'on a eu à l'époque. Tout le monde disait « Ah ouais, c'est les prémices, ça nous prépare au fameux passe carbone ». Donc, un passe sur lequel on a un certain chiffre, un chiffre de autant de tonnes de CO2 qu'on peut dépenser dans l'année et qui restreindrait, qui serait encore amené davantage à couper les libertés individuelles. Et donc, de nouveau, ça ramenait à cette notion d'écologie punitive, qui pourtant, qui est un terme, voilà, je veux dire, l'écologie, c'est d'un point de vue très personnel, c'est beaucoup de liberté, c'est s'affranchir d'emprisonnement extérieur, genre s'affranchir du fait d'avoir le nouvel iPhone tous les jours, chaque fois qu'il sort, s'affranchir de devoir partir à l'autre bout du monde pour montrer sur les réseaux que regardez, s'affranchir d'avoir un besoin de renouveler ses vêtements, s'affranchir de choses dont on mange qui nous rend plus obèses qu'autre chose. Donc c'est une forme de libération, mais dans le conscient collectif de personnes qui ne creusent pas ces questions, on voit ça comme une entrave aux libertés individuelles. Toi, avec Compte Carbone, et avec le groupe avec lequel vous avez élaboré ça part de quel postulat, ça part de quel constat, et pourquoi vous estimez qu'aujourd'hui, on doit en passer par là? À d'où ça part, c'est loin. Nous, on a repris en 2019 les travaux de Pierre Calam, donc, que j'ai cité, qui est un économiste, qui avait écrit en 2009 un livre sur l'économie. L'économie. Oui, comme le terme grec, en fait, économos, oikos et nomos. En fait, il s'appuie sur une rencontre qu'il a eue avec un économiste indien, qui est décédé maintenant, Anil Agarwal, qui lui disait, dans les années 80, « Mais à qui appartiennent les puits de carbone ? Les océans, les forêts amazoniennes, on est en train de les bousiller. » Les puits de carbone naturels. Hein. Ouais, on est en train de les bousiller par la consommation de quelques occidentaux. Il faudra bien se rendre compte un jour à qui on doit rendre compte de tout ça. Et donc, c'est là-dessus que Pierre Calam avait élaboré cette théorie de partager l'ensemble de l'empreinte carbone du monde. On est maintenant à 57 milliards de tonnes de CO2 équivalent, c'est quand même énorme. Donc c'est toute cette empreinte, la partager entre tous les citoyens de façon équilibrée. Et de cette façon, il proposait qu'il y ait des dotations d'une part de ce gâteau qui soit échangeable. Et c'est-à-dire que dans le cadre
du compte carbone, on le définit comme tel, on donnerait, par exemple aux Français, 9000 kg de CO2, des points carbone, pour l'année. Et ces 9000 kg, on sait que les 10% les plus riches sont à 25 000 kg, donc ils n'auront pas assez. Mais les 50% les plus modestes sont à 5-6 000 kg, donc ils auront trop, ils auront des excédents. Et donc le système d'échange, on aurait des guichets carbone locaux qui permettraient que, quand on est à court de points carbone, on va être interdit de paiement, parce qu'on n'aura plus le moyen d'acheter des produits, parce qu'il y aura obligation de donner des points carbone à tous les fournisseurs, tous les commerçants. Comment ça se traduit? Donne-moi un exemple dans la vie de tous les jours. Tu vas aller, on a un petit film qui montre bien ça. Tu vas chez ton commerçant et tu vas acheter un pantalon qui vaut 120 € et qui vaut 23 kg de carbone. Donc tu vas être débité de tes 23 kg de carbone, 23 points carbone, on appelle ça point carbone, avec un symbole qui est assez simple, un point dans le C. Point carbone. Ok. Et donc tu auras ton compte qui pourra être logé sur la même carte magnétique, même carte numérique, quoi. Et donc à chaque fois que tu payes, il y a 120 € qui partent de ton compte bancaire. En même temps, il y a les 23 kilos. 23 kilos que ça a coûté affiché, pour produire voilà, et qui vont se retirer de ton compte de l'année. De l'année, ouais. Et ton compte de l'année, il va être renouvelé tous les ans avec 6% de moins. Parce que c'est l'obligation qu'on a d'arriver à l'équilibre en 2050. Ouais. Donc là, on est à 9 tonnes et on va descendre à 2 tonnes très doucement avec 6% de moins. 6% de moins, c'est quoi? Un plein de bagnole de moins tous les 3 mois ou un steak de moins par semaine. Ouais. C'est pas des gros efforts individuels, mais pour certains, ça va être plus dur parce que donc 32% des Français sont au-dessus des 9000. C'est ça. Et 68% sont en dessous des 9000. Donc les 32 qui vont manquer, quand ils ont, par exemple en septembre ou octobre, ils vont recevoir un message, attention, vous n'avez plus que 10% sur votre compte, vous auriez intérêt à vous restreindre et à acheter des surplus de survie. Et donc ils vont aller au guichet local, ils vont acheter peut-être une tonne de plus pour finir l'année, et cette tonne, ils vont la payer à un prix qui va être de plus en plus élevé. Et cette tonne, elle va être fournie comment? Par le fait que des plus modestes vont monnayer ce qu'ils ont en excédent. C'est-à-dire que il faut quand même préciser une chose, c'est qu'il y a quand même pas mal de Français qui, s'il faut réduire de 6% par an, 5% par an, tout ce que tu veux, qui effectivement auront encore la moitié de leur quota carbone qui va être à leur disposition parce qu'ils sont déjà dans des situations où leur finance leur permet pas. Voilà, ils sont peut-être 4-5 à la loger dans un HLM et donc du coup tu chauffes pour une petite partie et tu n'es pas en train de chauffer je ne sais combien de mètres carrés et qui effectivement ont la moitié de leur budget ou carbone qui va rester. Qui peut être monnayé. Donc, on n'est pas obligé de le revendre, hein. On peut le garder. On peut le garder pour l'année d'après. Non, alors justement... On peut épargner et se faire le voyage de sa vie en avion. Ouais, c'est possible. On l'a étudié. Une partie des gens que nous avons consultés, parce que nous sommes une alliance d'associations, disent « Moi, je préfère qu'on descende rapidement. Et je préfère qu'on ne donne pas de carbone pour les riches. » Parce qu'il y a donc une grande partie. Ça. Il ne faut pas qu'il y ait un transfert des plus pauvres aux plus riches, parce que c'est beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. Des grandes compagnies, si on peut creuser ça, mais des grandes compagnies qui échangent des quotas carbone se disent bon nous on va acheter notre droit à polluer, on va reprendre à des petites entreprises à l'autre bout de la planète qui ont besoin malgré tout de polluer pour un minimum essayer, parce qu'il y en a qui sont là et eux ils sont ici, mais ils demandent de au moins passer là, mais ce qui leur permet de passer là, ils le font même pas, ils le revendent pour finalement gagner de l'argent. Il faut pas que ça devienne comme ça, parce qu'alors on est dans la continuité. Il faut éviter aussi que ce soit un marché, que ce soit de la spéculation. Donc pour éviter la spéculation, on a décidé notre principale thèse, c'est que les points non utilisés sont pas revendables, sont pas reportables sur l'année suivante. On va te remettre l'année suivante avec 94% de ta dotation. Donc, on va te donner 8500. Et tout le monde sera à 8500 la deuxième année. Et tout le monde sera à 8200 la troisième année. Tu veux récupérer quelque chose quand même, c'est ça. Alors, t'es un être humain, tu te dis, cette année, je me suis vraiment serré la pince. Par exemple, tu fais un voyage en avion, tu as besoin d'aller au Congo ou à 2 tonnes. ou au Canada. Et bien, tu as besoin d'y aller tous les 4 ans. Tu veux dire, tiens, ça c'est bien, je mets de côté. Mais nous, on répond, on va vous faire
un étalement de votre voyage. Vous allez le faire en 2029. Et bien, sur les années 2030, 2031, 2032, ça sera imputé le reste que vous n'aurez pas dépensé sur 2029. Mais on ne va pas mettre de côté à l'avance, parce qu'on est dans l'obligation d'accélérer la descente carbone. Comment tu y gagnes alors? Parce que tu as l'impression d'avoir perdu. Tu te dis, autant non, je dépense tout. Quand même, ça va pas contre un peu notre chimie du cerveau? Oui, ça va pas être complètement perdu, parce qu'on va le donner dans un fonds social. Disons, tout ce qui ne sera pas utilisé, on va le mettre dans un fonds qui sera nominatif. C'est-à-dire qu'on saura qu'un tel, Vince Canté, il a donné 2 tonnes dans le fonds en général. Et ce fonds, on espère ne pas y toucher pour que ça descende le plus vite possible, hein. Mais s'il y avait besoin, on pourrait quand même reprendre cette base. Comment on peut organiser tout ça? On nous a dit, est-ce que ce sera les banques qui l'organiseront? Que ce sera Bercy? C'est en France, Bercy. Oui, l'économie, bien sûr, le ministère de l'économie. Et on a peur de ça. Et donc, on a repris les principes de Elinor Ostrom sur les communs, qui nous dit, le mieux, c'est de faire une agence indépendante et paritaire, comme on a fait la Sécu en 1945 en France, qui soit gérée par les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics, les ONG, et qui soit vraiment une organisation paritaire qui attribue les comptes carbone à chacun et qui surveille que les entreprises le font bien. Les entreprises, on ne leur met pas de contraintes, on leur demande juste d'étiqueter et de faire un étiquetage. C'est aussi ça le point de stimulation du système. Comment on va vraiment accélérer la décarbonation? C'est que, je t'ai parlé d'un jean à 23 kg, ça c'est la moyenne du jean qui vient de Bangladesh ou de Mexique, on ne sait pas, c'est la moyenne. Mais le 1083 ou le Tuferi, qui sont des producteurs locaux, qui fabriquent, ils vont faire des jeans, non pas à 23, mais à 18, 15 kilos. Et donc ça va se voir sur les étiquettes. Là, tu auras le jean à 120 € avec 23 kilos, et là, tu auras le jean à 130 € peut-être. Ce qui va booster les entreprises aussi à transformer leur modèle. Voilà, c'est le pouvoir des consommateurs sur les entreprises. Parce qu'on a tout essayé pour faire bouger les entreprises, les pouvoirs publics, les interdictions, les réglementations, ça marche jamais. Alors que le consommateur, si l'entreprise a peur de perdre ses clients parce qu'il est étiqueté trop carboné... Oui, puisqu'ils sont impactés par ça. Tu as besoin d'un jeans, tu te dis, ouais, mais attends, je vais pas y arriver. Eh ben, ça va motiver des entreprises à passer de 23 kilos et à réussir à produire, tout ça mesuré bien sûr, un jeans à éventuellement 10. C'est un avantage de fou, quoi. D'accord. C'est une autre conception, c'est un autre paradigme. De là, on sait qu'en 2050, on sera à 2 tonnes. On est à 9 tonnes aujourd'hui. En 2050, on sera à 2 tonnes. Vous, la France, vous êtes à 9 tonnes. En Belgique, on est à 13 tonnes. Allez, 11 tonnes en moyenne, les Flamands sont à 13. C'est aussi, je vais revenir sur les questions européennes. Mais on sait que tout le monde sera à 2 tonnes en 2050, parce que sinon, ça pète. Et donc, si on est à 2 tonnes, on aura trouvé les bons moyens pour y arriver. On estime que le confort à 2 tonnes sera le même qu'à 6 tonnes aujourd'hui, parce que les entreprises justement auront décarboné, parce que nos modes de transport seront différents, parce que tout aura été changé dans la société et on aura vraiment le moyen d'arriver à ce résultat. Quand on a fait les assises du climat en 2021, je t'ai dit qu'en 2019-2020 on avait créé ça, tout de suite on a cru que ça allait être mis en place tout de suite, mais non, on s'est mis le doigt dans l'œil. Et donc en 2021 on a créé les assises du climat, on a eu 50 intervenants avec plus de 400 personnes sur 7 semaines, 7 mardis, dont le directeur du climat de l'Union Européenne qui est venu, puis qui a dit votre truc c'est bien beau, mais nous en Slovaquie ça ne marchera pas parce que nous sommes à 6 tonnes. Et non pas 9 tonnes comme vous les Français. Et donc votre compte carbone à 6% de moins tous les ans, ça marche pas. Donc de là, on a convenu qu'il faudrait des agences carbone par pays. C'est-à-dire que le définir, on a calculé pays par pays. Par exemple, pour les Slovaques, ça serait seulement 4% de moins par an. Nous, en France, 6%. En Belgique, sûrement 7%. Et en Allemagne, où on sait que c'est 12 tonnes par personne et par an, ça serait également 7%. Les Américains, à 19 tonnes par personne et par an, eux, ça serait 8%. Finalement, c'est pas si énorme que ça, mais c'est 8% quand même, c'est un peu plus. Et donc, on a fait ce calcul pays par pays. On estime qu'en plus, la notion de périmètre de la comptabilité nationale, quelque chose d'intéressant pour suivre ce qui se passe, parce qu'il y a tous les effets d'import-export. Je pourrais en venir sur le détail. Tout ça, ça demande qu'on puisse faire un point de démarrage. Et on est en train de faire on a fait une campagne avec le Sénat l'année dernière qui n'a pas vraiment, en 2023 pardon, qui n'a pas vraiment abouti. 2024, on s'est décidé à faire une action européenne et la Commission européenne nous a sélectionnés, on va dire, pour faire une initiative citoyenne européenne, pour que si nous sommes 1 million de soutiens, on pourrait mettre en place des assemblées citoyennes de décision climatique dans chacun des pays, des 27 pays. C'est ça qu'on veut, nous. Parce que on a une solution, mais on ne veut pas qu'elle soit décidée
unilatéralement. On veut que tous les citoyens puissent en discuter et qu'il y ait un débat entre taxes carbone, entre comptes carbone, entre ceux qui craignent un pass carbone et tout ça. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, tu vois, je trouve ça passionnant, hein, parce qu'on est peut-être aux prémices d'un événement comme ça, c'est que c'est énormément critiqué par des gens de classes défavorisées et par des classes moyennes. Y a beaucoup de, voilà, il y a un courant de droite conservatrice qui utilise ça, qui instrumentalise ça pour dire, mais regardez, ça va nous priver de nos libertés, comme on le disait en début de vidéo. Mais pourtant, quand tu analyses directement c'est quoi cette idée de compte carbone et / de passe carbone, quel que soit le nom qu'on trouve, c'est que ça ne convient pas au fait aux personnes les plus aisées. Donc vraiment, quelqu'un comme Bernard Arnault, comme une personne extrêmement riche, qui a un bilan, je veux dire, il y a une étude qui était sortie qui a montré que les 1% de l'humanité sont à 45 tonnes de CO2 par an. C'est-à-dire que eux, tout de suite, ils se ramassent à 9 tonnes, ils pètent un câble, le jet privé, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que je me demande si l'instrumentalisation des classes moyennes et des classes les plus pauvres, parce que là, j'ai l'impression qu'on retourne vraiment dans la notion je veux pas me tromper de terme, mais tu sais, cette notion de libéralisme au sens noble du terme, que ce soit éthique et que n'importe qui puisse accéder, tu n'es pas né sur la même étoile, mais que tu puisses quand même accéder. Parce que j'ai l'impression que dans la décroissance, dans le fait de polluer moins, donc d'avoir moins d'empreinte d'énergie de matière, les gens qui sont tout en dessous, malgré tout, ont plus d'opportunités et plus de possibilités, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tout d'un coup, leur champ de possibles s'élargissait par rapport à leurs conditions initiales. Bon, il faut l'argent pour pouvoir le faire. Mais moi, je trouve ça très intéressant de me dire que c'est quelque chose justement super utile pour la justice sociale quand on y pense. Et à la fois, je me dis, mais comment veux-tu que les milliardaires et les millionnaires acceptent cette chose-là ? Qui détiennent les institutions, qui aujourd'hui possèdent des médias, possèdent X, possèdent Le Parisien, possèdent Bolloré, etc. et qui font jaillir là-dedans leur courant de pensée. Et je me dis, mais c'est effroyable parce que ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui est fait le plus flipper et qui serait génial pour Monsieur Bien de tout le monde, qui serait génial pour les personnes les plus pauvres, mais qui fait peur de l'autre côté. Et j'ai l'impression que les personnes qui ont plus râlé là-dessus, ce sont les catégories les plus défavorisées. On risque d'avoir des gilets dorés qui vont se mettre en opposition à ça. On s'amuse à définir, à changer les noms, à changer les mots, parce que tu as parlé des personnes défavorisées jusque-là. Elles deviennent excédentaires, les personnes défavorisées. Excédentaires. Alors que les riches vont devenir déficitaires. Ouah, ton mari est déficitaire, putain, la honte. Tu vois, oui, si tu changes l'aspect culturel avec ça, tu crées un autre narratif et une autre façon de se valider en société en quelque sorte. On a un copain économiste à Toulouse, il dit vous êtes en train de toucher quelque chose de très grave parce que vous allez dévaloriser l'argent. Et là vous êtes en train de créer une nouvelle monnaie qui fait que demain l'argent, le souci d'accumulation qu'ont la plupart des gens aujourd'hui sur l'argent, il va tomber parce que l'important ça va être l'équilibre de la planète et ça va être autre chose que le fric. Bon, je sais pas encore. Pour l'instant, nous, on veut régler la question du climat et de façon juste et de façon la plus appropriée, progressive et qu'on y arrive. On veut aussi que ça fasse tâche sur l'ensemble du monde, puisque nous, on a cette fierté en France d'avoir inventé la TVA en 57 et en 10 ans, c'était utilisé partout. On pense que si la France et l'Europe développent aujourd'hui un mécanisme comme ça de monnaie carbone, on puisse le développer dans le monde entier. Et quand tu parles de passe climat qui peut être à craindre, c'est vrai que les Chinois sont prêts à faire un truc comme ça, mais de façon autoritaire. Et donc, on n'a pas envie du tout qu'il y ait un truc autoritaire qui se mette en place. Il faut vraiment que ça soit décidé par l'ensemble des citoyens. Oui, surtout que tu sais très bien, la Chine va faire en sorte qu'il y ait différents types de passe climat en fonction de ton statut social. Ils sont, malgré que ce soit... Et de la façon dont tu votes et de la façon dont tu... Exactement. Et donc, il est évident qu'ils vont donner et offrir un passe droit à certaines personnes. Et moi, c'est ça qui me fait peur. En fait, moi, j'ai peur que, tu sais, le système économique dans lequel on est, j'ai l'impression qu'il arrive... Il est très résilient, il arrive à tout absorber, à tout bouffer. Aujourd'hui, beaucoup de gens râlent sur l'écologie en disant « ouais, l'écologie punitive qui nous prive de nos libertés, qui nous ci, qui nous ça, qui nous culpabilise ». Mais la culpabilité, ça ne vient pas de gens qui des penseurs de l'écologie. La culpabilité est venue d'entreprises qui savaient très bien qu'en rejetant des entreprises très polluantes, qu'en rejetant la responsabilité sur leurs clients, en disant « oui, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça », ils savaient très bien que ça n'allait pas marcher. Et donc le capitalisme a même réussi en fait à faire croire que l'ennemi ce sont des personnes du monde, des gens comme toi, des gens comme moi éventuellement. Alors qu'en fait c'est lui qui arrive à maintenir son système à flot.
Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que le système économique dans lequel on est absorbe la notion de compte carbone, recrée de nouveau une hiérarchie avec le compte carbone premium, le compte carbone silver, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut une agence carbone d'une gouvernance robuste, absolue. Il faut vraiment qu'on puisse mettre dans la démocratie le système. C'est ce qu'on demande donc à l'Union européenne, à la Commission européenne, de mettre en place des assemblées citoyennes qui permettront de définir comment ça peut marcher. Mais on ne peut pas laisser ça aux entreprises qui peuvent en tirer profit. On ne peut pas laisser ça non plus aux complotistes qui peuvent bloquer les systèmes en faisant croire que c'est un danger. Au contraire, c'est le seul moyen de sortir de l'éco-anxiété. Bon. Mais il faut qu'on voit la sortie du tunnel. Actuellement, on sait qu'on est dans un tunnel climatique et on le voit avec tous les cataclysmes de part et d'autre. Et ça va. Je pense que actuellement, malheureusement, Los Angeles est en train de faire déborder le vase. Et peut-être ça peut être une occasion de sortir de ça. Il faut vraiment qu'on prenne des conditions. Nous tournons cette vidéo en janvier 2025. Effectivement, au plein milieu des feux de Los Angeles. Après Mayotte, après Valencia, après tout, c'est vrai qu'on est on est submergé par tous ces cataclysmes et par l'éco-anxiété que ça génère. Et si on peut avoir un peu de joie qui apparaît par une hypothèse comme celle-là, donc il faut qu'on soit 1 million pour soutenir l'action européenne. C'est ça, parce qu'en fait, vous voulez que ce soit discuté au Parlement européen. Ouais. Donc pour ça, mais pas seulement. Mais pas seulement, bien sûr, mais étape par étape, vous avez besoin d'1 million de signatures. Pour faire une proposition de loi, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. 1 million de signatures à travers toute l'Europe permet à ce que le Parlement européen se dise « Ok, on a une proposition, la Commission européenne réceptionne, envoie au Parlement, ça discute, et là, ça arrive avec des négociations, avec des révisions, etc. etc. » C'est bien ça l'idée. Oui. Ce qu'on demande, c'est de mettre les moyens pour qu'il y ait ces assemblées citoyennes de décision climatique dans chacun des pays. On a fait l'évaluation en France, ça coûterait 300 000 € de mettre en place un tel dispositif pour rassembler 10 000 personnes. C'est la société Blonov qui nous a fait le devis pour ça. Ouais. Ça peut être une autre, mais ils sont habilités auprès du Conseil économique, social et environnemental. Créer des conventions citoyennes. On pourrait dire une convention citoyenne qui soit bien équilibrée et qui mette vraiment tous les éléments sur la table, y compris que des gens qui sont influencés par des complotistes puissent aussi donner leur point de vue, parce qu'il faut répondre à ces questions. Bien sûr. Ceux qui sont dans le déni, par exemple. Oui. J'ai une question. Demain, le truc est appliqué à l'échelle européenne et en fonction forcément des pays, puisque les pays de l'Est ont moins d'empreintes d'énergie et de matière que les pays de la vieille Europe. T'as pas peur qu'il y ait en fait une sorte de fuite des capitaux carbone? Quand je dis fuite des capitaux carbone, j'exagère, mais que des personnes se disent ça nous coûte moins cher d'aller vivre en Pologne que de vivre en Belgique. Exactement, mais de rester résident français et de dire je suis en France, mais je vis là-bas, entre guillemets, j'ai ma maison qui m'a coûté moins de passe carbone, et qui vivent une vie. Et pourquoi je transpose? Parce que c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a un peu. Puisqu'il y a énormément d'expatriés au Sénégal, au Mali, en Afrique en général, dans le reste du monde, où ils touchent leur retraite. Et moi, je trouve ça tellement abject, mais ils touchent leur retraite française et ils dépensent ça dans des pays où ils vivent, mais alors là, comme des rois. Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui sont dans cette situation. Attention, il y en a dans ma famille d'ailleurs, je tiens à le préciser. C'est pas majoritaire. Non, c'est pas majoritaire, mais je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, ce sera pas impossible qu'il y en ait. Mais c'est quoi les alternatives, toutes les possibilités que vous avez étudiées où vous vous êtes dit là on a un problème, éviter la fraude. Il faut qu'on le répare. La fraude. Donc on a toute une série d'analyses qui étaient. D'abord, qui sommes-nous d'abord? Moi je préside une petite association qui s'appelle l'Association pour l'emploi sans carbone, parce que la préoccupation de l'emploi m'a toujours très marqué. Et qu'est-ce qu'on va faire demain quand on ferme les usines de bagnoles et les usines d'avions? Il faut bien qu'on trouve un emploi complémentaire et compensatoire. Et heureusement, avec la relocalisation qui va être générée par ce mécanisme de limiter le transport, on va créer beaucoup d'emplois en France, beaucoup d'emplois en Europe, plutôt que de les faire venir de l'autre bout du monde par des moyens très coûteux. Donc ça, c'est la première association, mais au-delà de ça, on est 23 associations qui sont dans une alliance du compte carbone. Donc on fonctionne en alliance, et l'une ou l'autre apporte plus ou moins d'activité, plus ou moins d'énergie.
Nous avons une association qui s'appelle Allocation Climat, donc pour allouer. Hein. On a une autre qui s'appelle Pacte Civique, donc la question démocratique est vraiment très importante dans le système. On a Citego qui est pour la gouvernance des territoires, donc la question de gouvernance est très, très importante. Et donc tout ça fait qu'on a une dynamique de fonctionnement. Sur la question des transferts à l'étranger et des fraudes, hein, comment on peut empêcher les fraudes, nous on s'affranchit de la difficulté avec l'OMC. Tu sais que actuellement on parle de taxe carbone aux frontières, qui n'est pas garantie parce que l'OMC n'est pas d'accord. L'OMC a été négocié pendant des années pour des transferts entre pays et il n'est pas question de faire des taxes spécifiques comme ça. Alors dans le cas du carbone, on le met comme une colonne de plus dans la nomenclature douanière. Tous les produits qu'on achète ou qu'on revend entre pays répondent à ce qui est géré au niveau européen, une nomenclature douanière qui définit les qualités. Et le poids carbone, c'est une qualité, ça n'est pas de l'argent. Donc quand tu importes de l'acier, tu mets 2 tonnes de carbone par tonne d'acier, et point. Quand tu importes une bagnole, tu importes 10 tonnes de carbone dans ta bagnole. Voilà. Et donc cette façon de sortir un peu de cette préoccupation des imports-exports est tout à fait importante. Pour le reste, on tient au périmètre des comptabilités nationales. Donc les points carbone sont définis et attribués dans un pays. Et donc la personne qui veut aller vivre à l'étranger, il doit acheter des points carbone dans le pays étranger. Il va pouvoir revendre en France s'il en a trop et racheter là-bas. Mais les cours ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr. On différence entre le franc CFA et l'euro, donc déjà... Tout à fait. Donc pour répondre à ta question du risque de transfert, moi je ne suis pas contre le fait que les gens aillent vivre où ils aiment vivre, hein, on ne va pas les empêcher. Mais tant mieux si on peut compenser les migrations, parce qu'il va y avoir beaucoup de migrations climatiques dans l'autre sens. Exactement. Aujourd'hui, à l'Europe, on n'a pas encore discuté de passe carbone, c'est pas encore des trucs il y a eu des discussions, je crois que lors du Green Deal, l'élaboration, c'est des trucs qui ont un peu été distillés, des idées, mais il n'y a rien qui aujourd'hui annonce, salut les gars, on passe en mode passe carbone, et si jamais, à mon sens en tout cas, et dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est la législature actuelle qui le met en place, ce sera un passe carbone version premium, version silver, voilà, hiérarchisé, catégorisé, pour les plus pauvres et pour les plus riches, pour qu'ils puissent continuer à faire, en tout cas sous son fonctionnement actuel. Toi, tu y crois de pouvoir réussir à mettre en place un compte carbone, en tout cas via différentes conventions, mais avec des politiques européennes et mondiales qui tendent de plus en plus vers le conservatisme, voire vers le fascisme dans certaines zones, qui en fait appellent à des périodes de l'histoire que sont les 30 glorieuses, des périodes des générations n'ont pas forcément connues. Bref, une sorte de croyance du retour en arrière, alors que ça se veut être ultra progressiste comme ça, comme concept. Oui, parce que nous on pousse à ce que le luxe qui est payé en carbone aujourd'hui soit remplacé par du luxe culturel, du luxe gastronomique, du luxe d'autres ressources qui sont à l'inverse de ce que font les systèmes autocratiques, les systèmes paramilitaires qu'on peut rencontrer dans les pays qui nous font peur. Et donc on peut penser que en arrêtant de gaspiller les gaz à effet de serre, on va reporter notre argent sur des biens beaucoup plus d'échanges et de relations. Je pense que ça va être ça. Pour les ultra-riches qui utilisent leur compte d'entreprise pour faire des voyages n'importe où, ça va pénaliser les entreprises. Parce que le patron qui va utiliser son statut de patron pour aller voyager en Australie, parce qu'il a envie d'aller visiter l'Australie sur le compte de l'entreprise, ça va majorer le contenu carbone de tous les produits qu'il va vendre. Et en fait, tout ce qui est de la dépense carbone d'une entreprise va se retrouver sur les étiquettes. Oui. Demain, le nouveau métier, après qu'on a eu le métier des cost killers jusque-là, le nouveau métier c'est carbon killer. Dans les entreprises, il va falloir tout mettre en œuvre pour réduire le carbone contenu dans l'entreprise. Ça va être la fin des voitures de fonction. Ça va être la fin des voyages, des séminaires à Ibiza ou autres éléments comme ça qui consomment beaucoup trop. Disons que les entreprises vont recruter ou sélectionner des emplois sur l'idée de réduire le carbone inclus dans la production, mais aussi dans les à-côté, parce qu'il y a beaucoup de carbone dans les à-côté. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est la solution ? Eh bien, on a regardé beaucoup d'autres choses. Et comment on fait un partage ? En fait, on part du principe simple. On est dans une responsabilité de un pays, une planète qui a 57 milliards de tonnes de CO2
équivalent, alors que les océans et les forêts ne peuvent pas en absorber plus que 15 milliards en gros, hein, mais comment on fait pour partager ce surplus, quoi? Mais le partage, c'est la distribution d'une monnaie qui va réduire d'année en année pour trouver cet équilibre. Ça demande quand même un changement de nos axiomes un peu, là, de nos paradigmes de fonctionnement. Ouais, c'est une nouvelle monnaie, ouais. Ça veut dire que... Alors, il y a beaucoup de gens qui comptent déjà avec une deuxième monnaie. Les diabétiques, par exemple, ils regardent toujours les étiquettes entre le sucre et l'euro. C'est vrai. Il y a aussi une... Ceux qui sont soucieux de leur santé, Nutri-Score, bah après c'est des scores A, B, C, D, et puis c'est... On voit aussi dans les magasins, je vois les dames avec qui, enfin les dames ou les copains avec qui j'en parle, ils sont sensibles aux points de fidélité qu'ils ont dans les grandes surfaces. Donc ils ont une deuxième monnaie, tu vois. Parce qu'ils vont gagner quelque chose peut-être. Le point Carrefour ou le point Super U, ou Cora, je sais plus comment... Colruyt, moi j'adore Colruyt aussi. Les points extra chez Colruyt. Extra. Ben, ça fait déjà une deuxième monnaie. Donc avoir une deuxième monnaie... Il y a ça avec tout, Eurostar aussi, tu reçois des points Eurostar qui te permettent d'avoir des avantages. Ça se gère. Hein. Voilà, mais ça c'est un peu la carotte pour te forcer à... Comment est-ce que, moi demain, classe moyenne, 2 enfants, pas classe moyenne riche, hein, je suis pas du tout... voilà, je peux pas être considéré comme un bourgeois qui vit sur des rentes, bien au contraire. Je me retrouve avec un passe carbone, ça y est, c'est voté, il est là. Et je dis à mes enfants, bon les enfants, on a 9 tonnes. Alors, juste question, est-ce que c'est un passe carbone familial, un compte carbone familial, ou alors mes enfants aussi, ils ont droit? Moi j'insiste pour l'individuel, pour les femmes. Parce que les allocations familiales, on les donne au chef de famille, alors que là on veut donner une dotation carbone par personne. Donc dans la famille, les chacun enfants, voilà. Mais vous pouvez les grouper, vous pouvez les mettre, parce qu'on va ensuite définir les cartes bancaires qui vont supporter ces points. Bien sûr. Et donc vous pouvez les grouper. On prévoit aussi que, comme pour les parts fiscales, les enfants auraient une demi-part. Parce qu'il y a quand même moins de dépenses de carbone pour les enfants. Et donc ce serait un mode d'équilibre du système. D'accord. Mais par exemple, si tu étais en France, mais si tu es en Belgique, ce serait peut-être 12 tonnes par personne et par an. Il faut que je recalcule. Mais si c'était en France, 9000 tonnes, avec tes 2 enfants, tu aurais, avec ton épouse, 18, plus les enfants 9, 27 000 tonnes. 27 000 kilos, pardon, pour 27 000 points carbone pour l'année. C'est ça pour l'année et pour la maison en fait aussi, parce que ta maison, tu as ton kilowattheure, mais en même temps que ton kilowattheure, tu auras peut-être dans ton compteur, tu n'auras pas dans le compteur parce que ça dépend. Ça, c'est ton abonnement téléphone, ton abonnement internet, tout voilà, ce sera une moyenne de toute façon parce que voilà, ton kilowattheure, s'il vient de gaz ou s'il vient de centrale nucléaire, c'est le cas de la Belgique, ou d'éolien offshore ou onshore, voilà. Mais en tout cas, il sera plus ou moins carboné et donc ça. Exactement. Par exemple, pour la France avec EDF et maintenant les compteurs Linky, on peut définir d'où vient l'énergie. Moi, je suis en contrat avec ILEC par exemple à Paris et qui fait que de l'énergie renouvelable et donc là. J'aurai une énergie très décarbonée. Mais donc ça peut motiver aussi des gens à se dire, ok, je vais changer de fournisseur. Ou encore mieux, ça peut motiver des entreprises à se dire, donc, voilà, les gars, ils vont tous se barrer pour aller récupérer du ENR, donc vite, on le déploie comme on peut. Faut décarboner, les gars. Hein. Voilà, faut décarboner. Enfin, on le déploie du mieux qu'on peut, sachant que ça fera jamais tout le taf. Il faut du temps. Mais voilà, exactement, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse. Et autre chose, je suis avec mes passes, je suis avec mes enfants, tranquille, je fais ma vie, et je constate que il nous reste la moitié. Quelle va être ma carotte? Il me reste cette moitié. Alors oui, tu m'as dit, ça va être transféré à des associations, à des trucs pour de l'aide. Chacun de vos 4 noms seront mentionnés sur le fonds social de récupération des excédents. Ok, et je vais être très honnête. Ça, c'est génial si on est déjà dans un paradigme et dans un contexte où on va se reconnaître et se valoriser socialement parce qu'on fait partie de cette liste-là. Mais ça demande du temps, parfois 1-2 générations. Ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut que l'école mette ça en place. Il faut créer un peu un nouveau... Comment est-ce que moi, immédiatement, je suis en fin d'année et je peux être fier de moi? Avoir ce côté où je me dis, si on fait les points extra, si on fait les points Eurostar, si on fait les points chez Leclerc, si on fait tous ces points-là, c'est parce que en fait, ça suscite chez nous la sensation d'obtenir quelque chose derrière. Excédentaire. Quand tu as été chez Carrefour, mais tu as ton excédentaire, tu as été chez Carrefour, tu as des points, et grâce à tes points, tu peux acheter la casserole, ancien système. Et tu es tout content. Mais on y arrive, hein, mais comment est-ce que là, je peux être content directement en fin d'année? Comment est-ce que, au-delà de cette construction sociale, comment est-ce que, dans le sens où si quelque chose comme ça doit se mettre rapidement, qu'est-ce qui va faire? Inventons quelque chose là. Inventons un gueuleton.
Proposez en commentaire. Non mais vraiment, c'est génial de pouvoir. Parce que je pense que qu'une fête annuelle des excédentaires, ça serait formidable. Tous ceux qui sont excédentaires, on se retrouve et c'est le fonds social de Point Carbone qui apporte le buffet, qui apporte de la bonne bière et tout ce qu'il faut. Pas en janvier, parce qu'en janvier, génial. Je serais fier de moi. Ouais. Mais je te pose une question. Si je gagne de l'argent là derrière, en tant que pauvre, parce qu'il y en a forcément qui vont griller leur quota, c'est pas possible. Bernard Arnault, il va griller son quota, mais en 2 jours, il aura déjà éclaté. Moi, j'ai des voisins qui sont ric-rac, hein. Donc ils m'ont dit, moi, ça m'arrangerait quand même d'arrondir les fins de mois parce que vraiment, là, on n'arrive pas à se sortir, on n'a pas de réserve pour aider les enfants et tout ça. Et donc là, ils vont pouvoir le monnayer. Ça peut être 500 000 euros, 500 ou 1000 euros qui vont pouvoir arriver. Et donc ça peut être un élément qui va C'est faciliter l'acceptation. ça. Mais il ne faut pas que ça se systématise et qu'au final, la moitié des gens qui n'ont pas dépensé leur carbone, ça retourne à Bernard Arnault. On consulte aussi les régions ou les pouvoirs locaux. Et la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, le président, et son chef de cabinet m'a dit, nous, ce qu'on veut en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas forcément donner de l'argent aux plus modestes, mais c'est de leur donner des coupons d'alimentation bio locale. Donc, s'ils viennent avec leurs excédents, ils viennent et on leur donne des coupons pour aller se fournir en alimentation. Caisse sociale d'alimentation locale. Voilà. Et en même temps, à Bordeaux, ils sont en train de développer la sécurité sociale alimentaire. Ouais, exactement. Et donc ça peut avoir des liens. Moi, je suis intéressé que des spectateurs viennent nous apporter des idées sur le sujet parce qu'on est prêt à connecter ça. Ça, c'est génial. Parce que si je sais qu'en fin d'année, je reçois des éco-chèques, mais quelque chose qui va me permettre de me dire, ah ben là, je vais au marché. Je sais que c'est local. Et on y va, fiesta. On prend le poulet local. On prend les pommes de terre locales. Et tac, tac, tac. Et en fait, je pourrais m'alimenter là-dessus. Mais c'est quelque chose que je ne vais même pas dépenser l'année d'après sur mon quota. C'est une possibilité. C'est mais spéculatif. Nous, on aimerait bien aussi que les gens n'utilisent pas les excédents pour que ça fasse monter le prix. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'on veut, c'est que le prix il monte de plus en plus pour que les riches soient de plus en plus dissuadés. On a fait une petite. Il y a un mathématicien de l'IPSL avec nous qui a étudié. Est-ce que je vais y arriver? Qui a étudié comment évoluerait la courbe de la valeur. D'abord, il y a les études de Piketty et Chancel qui montrent bien, mais ça on les remettra peut-être en vidéo, qui montrent bien les disparités. Le fait que les 10% les plus riches sont vraiment à 10 fois au-dessus des plus modestes. Après ça, on a fait étudier l'évolution du cours. Parce que chaque année, donc, il va y avoir une évolution, chaque mois, même une évolution du cours possible. Et donc, on voit que au début, ça double tous les ans. Première année. Montre bien, voilà. Tu vois, mettons que ça démarre à 10 centimes le point carbone. Oui. 100 euros la tonne. Ouais. 100 euros la tonne. Le 10 centimes le point carbone, la deuxième année c'est 20 centimes, la troisième année c'est 40 centimes, etc. Ça monte parce qu'il y a une raréfaction qui est organisée. Et après un certain nombre d'années, ça se stabilise. Parce que les riches, ils en ont marre de payer. Parce qu'en fait, une des caractéristiques des riches, j'en connais pas mal, qui sont assez pingres en fait. Et ça apporte cette limite. Ils vont se mettre à changer leur mode de vie, à avoir aussi des pompes à chaleur et des voitures électriques pour avoir moins de consommation. Et le cours, il se stabilise autour de 1,20 € après cette modélisation-là. 1,20 € le point carbone, c'est-à-dire 1 200 € le kilo. C'est quand même des sommes parce qu'un aller-retour à New York coûterait 2 500 de plus. 2 500 € de plus pour s'il est en déficit, quoi. S'il est en déficit. Ouais, voilà. Donc ça freine, quoi. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe si c'est ça, tu arrives à 9000, tu as dépassé tes 9000. Avant ça, quand tu n'as plus que 10%, tu reçois un message de ta banque, de l'agence carbone, qui te dit attention, vous n'avez plus que 10%, il faudrait peut-être vous restreindre et acheter des surplus de survie. Parce que si vous n'en achetez pas, vous êtes interdit de paiement. Les commerçants n'accepteront plus vos. Donc tu vas au supermarché, tu mets ton truc, ça passe plus. Ça passe plus. Même si tu t'appelles Bernard Arnault. Même. Oui, c'est le commerçant qui en a besoin. Ou alors, si vraiment tu mets le commerçant dans ta poche, tu lui promets quelque chose, enfin, je sais pas, avec tous les fraudes qu'ils peuvent organiser, mais normalement, non. Le commerçant, il a vraiment besoin de ses points carbone pour ses fournisseurs, le fournisseur en a besoin pour ses producteurs. Donc, c'est un élément circulaire du point carbone. On ne met pas d'autres contraintes aux entreprises, mais pas de limitation. Simplement, ils doivent être clairs sur ce que comporte comme gaz à effet de serre, tout ce qu'ils vendent. Et dans ces conditions, tu vas pouvoir aller au guichet local ou sur l'application internet pour acheter. Donc la première année, tu vas te prendre 1 tonne
à 100 euros, c'est pas cher. Et au bout de 5 ans, ça va être une tonne à 1000 euros. Ah, tu te dis, ça fait cher, quoi. Et c'est quel scope qui est analysé lorsque tu payes ton carbone? Le scope 1, scope 2, scope 3, scope 4? L'ensemble du scope 3 jusqu'à 3, sauf les éléments de fin de vie et de contenu lors de la durée de la vie. C'est-à-dire que nous, on estime que le carbone, on le compte dans ce qui est dans la production, mais pas dans la fin, parce que la fin, ça va être géré par l'utilisateur, quoi. On va sortir un peu du cadre du bilan carbone, parce que ce qu'on propose comme comptabilité carbone aux entreprises, c'est ce qu'on appelle un registre carbone, sur lequel travaillent des boîtes. C'est une boîte belge, Odoo, oui. Open source. Et qui a une application sur monter un registre carbone. Okay. Ça veut dire mettre sur la partie gauche toutes les factures que tu reçois de tes fournisseurs en matière de carbone, et sur la partie droite tout ce que tu émets comme facture de carbone à tes clients. Okay. Et il faut que ça s'équilibre. Et c'est ça la certitude que notre étiquetage va être vérifié. Et donc il y aura un expert comptable ou un commissaire au compte carbone qui va vérifier cet équilibre pour les entreprises. D'accord. On leur donne un an pour que ça s'équilibre, quoi. Que je pense à un truc aussi important. Prenez la baisse de la population, parce que l'Europe est en baisse de population, subit la même chose que le Japon. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut qu'on atteigne par rapport à notre empreinte d'énergie et de matière et nos émissions de gaz à effet de serre 2 tonnes en 2050. Mais 2 tonnes, je ne sais pas si ce chiffre a pris en compte, c'est ce que on doit être individuellement, mais à partir du moment où la part de la population est en train de se réduire, est-ce que ça ne doit pas devenir 2,5 tonnes? Parce que je crois que ça ne prend pas les projections. C'est plutôt 1 tonne. C'est pire encore. C'est pire encore. De toute façon, moi j'ai une vidéo avec Jean-Pascal Benny-Panzé, le climatologue, qui me dit de toute façon ça doit être 0 tonne net nul. Donc je me suis dit. Pourquoi j'ai craint que ça soit. On fait nos newsletters tous les mois, et on en a eu une qui était très alarmiste du fait qu'en 2023, les forêts du monde n'ont pas absorbé 11 milliards de tonnes comme tous les ans, comme la moyenne des 10 ans, mais seulement 3 milliards. Ouais, et donc, à cause des incendies, à cause d'un certain nombre de choses, si on arrive à seulement 5 milliards, et puis les océans, ils vont absorber moins parce qu'ils sont plus chauds, donc ils absorbent moins aussi. Donc actuellement, on part sur l'idée qu'on pourrait avoir 20 milliards absorbés par les puits de carbone naturels pour 10 milliards d'habitants. Mais si on est toujours 10 milliards et qu'on n'a plus que 10 milliards absorbés, ça fait qu'une tonne à compenser, quoi. Oui, c'est ça. Si on veut avoir l'équilibre. Je crois qu'ils vont foncer, à mon avis, dans la géo-ingénierie de capture du carbone pour essayer Alors, quand on sera parti à faire une réduction de 6% par an, il suffit de 4 ans de plus pour qu'on passe de 2 tonnes à 1 tonne. Donc c'est gérable, on n'a pas de soucis particuliers avec ça, mais il faut avant tout le démarrer. Et donc le démarrage est le point le plus difficile qu'on puisse imaginer, parce qu'avec tout le monde nous dit c'est bien beau votre truc, mais ça ne marchera jamais. Mais comment une entreprise par exemple qui fait de l'IA, qui a un bilan carbone mais effroyable, qu'est-ce qui se passe pour elle? Comment est-ce que les entreprises fonctionnent avec ce quota carbone? Comment elle facture son IA? Elle le facture avec les abonnés à Facebook. Ah oui, donc ça revient chez nous, chez les gens qui utilisent l'IA en fait. Tout le monde devra être équilibré. Alors bien évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas les entreprises françaises ou européennes qui le font, donc c'est un petit peu difficile sur les importations. Mais on devrait aussi, sur les importations, mentionner le contenu carbone. Et dans les échanges par la nomenclature douanière qui sera fait, les agences carbone nationales vont pouvoir prélever le carbone des entreprises qui vont exporter vers la France ou vers l'Europe. Ok. Waouh. Bon, on va voir de quoi l'avenir sera fait. Armelle, mais pour l'instant, il faut vraiment que. Alors, pourquoi on a démarré aussi l'action européenne? Nous demandons 1 million. On s'est dit, on n'y arrivera jamais à 1 million. Et donc. Attends, répète. On a eu peur d'arriver à 1 million de soutien d'un coup, c'est difficile avec la société qui est de moins. Enfin, on sent bien qu'il y a un peu de fatigue au niveau climatique. Aujourd'hui, on arrive moins à mobiliser les gens. On n'a plus fait de marche du climat depuis 2018 en France. Nos actions sont plus difficiles à mener. Et il y a quand même un domaine dans lequel les gens sont très sensibles, c'est l'abus sur le voyage aérien, le transport aérien, qui augmente de plus en plus. Et donc, on a des partenaires en Europe qui sont très motivés pour qu'on restreigne, qu'on rationalise, on va dire, le transport aérien. Et donc, on a axé notre campagne européenne sur la notion de air quota, donc des quotas pour le transport aérien. Et on peut supposer qu'on pourrait donner 500 kg de carbone, 500 points carbone, à chacun des 450 millions de citoyens européens.
Et ça couvre la dépense de kérosène de l'Union européenne. Et ces 500 kilos, on sait que 80% ne l'utilisent pas, donc ils pourraient le monnayer, parce que les gens qui utilisent l'avion auront besoin davantage de 500 kilos. 500 kilos, c'est un Paris-Athènes ou un Bruxelles-Rome, en gros. C'est un seul voyage, quoi. C'est pas beaucoup. Et donc les gens vont avoir besoin de plus que 500 kilos, et ça pourrait être l'occasion. Donc on donne cet exemple assez compréhensible de l'échange qui peut se faire entre les gens sobres et les gens moins sobres pour axer la campagne européenne. Mais ce qu'on demande à la Commission européenne, avec le lien qu'on va vous donner, c'est vraiment d'être le plus vite possible à 1 million. On est très compliqués, nous les êtres humains, parce que je pense que c'est la première fois que ça se produit à l'échelle globale que nous devions absolument faire en sorte de réduire. Ça peut être une idée, par exemple, des 2-3 premières années, 5 premières années, je gratte, j'exagère, que tu atteignes donc une sorte de jauge et à un moment donné, tu es dans le rouge et que tu aies beaucoup de signaux d'alerte, beaucoup de messages, on t'envoie des signaux, on t'envoie un mail, on t'envoie un courrier papier, on t'envoie beaucoup d'infos pour te dire… Tu devrais faire plus d'efforts. Il va falloir faire plus d'efforts, mais on ne te coupe pas. C'est-à-dire que tu continues… Et que l'année suivante, de nouveau les alertes, il y a bien des gens qui vont dire ouais de toute façon je reçois des alertes, mais que l'année suivante ça devienne plus du style une amende. Ouais. Et que l'année suivante ça devienne une plus grosse amende. En fait pour qu'il y ait quelque chose, parce que moi d'un coup je n'y crois pas, je peux pas croire que sauf s'il se passe une guerre et qu'il se passe des choses qui fait que notre quotidien change, il est plus facile lorsqu'il y a effectivement des chocs d'appliquer ce genre de choses. J'ai pas dit que je suis pour ou contre de l'appliquer, j'essaye vraiment de me projeter, on est dans la fiction qui peut devenir réalité totalement, mais de trouver des mesures. Mais qu'il faut que ce soit quelque chose de doux et qu'à un moment donné, à la 5e année, la 5e année, c'est ton compteur s'arrête et il s'arrête. On annonce à l'avance, ouais. Tu vois, que ce Alors soit c'est quelque la chose position, dans l'Alliance, on a plusieurs associations, donc Allocation Climat, et en particulier Hervé Sellard, pousse l'idée de compte carbone informatif. Alors cette notion-là, c'est pour informer les gens. On ne met pas de contraintes au démarrage, on leur dit où ils en sont. On permet de compter le carbone utilisé, les gaz à effet de serre utilisés, mais on annonce qu'au bout d'un certain temps, ça va devenir une obligation. Et donc c'est un peu ce que tu disais. On a aussi dans l'Alliance une petite société qui s'appelle T-Carbone. T-Carbone, t'imagines. Il fait déjà mentionner sur Biocoop, Leclerc et d'autres encore, le contenu carbone sur le ticket de caisse. Parce qu'il y a moyen de rendre les gens plus informés de ça. D'accord. Et on travaille avec un certain nombre de députés français pour avoir demain une loi obligeant l'étiquetage du carbone, mais uniquement l'étiquetage. On ne demande pas aux gens de restreindre, on leur demande juste d'être au courant de ce qu'il y a comme carbone. Je t'ai dit 23 kilos dans ce pantalon, mais il peut y avoir un autre pantalon à côté qui soit à 18 ou à 15. Et donc qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on a. De façon additionnable, c'est-à-dire qu'avec les kilos de carbone, plus qu'avec des indices de couleur jaune, rouge, vert, parce que c'est intéressant les indices de couleur, mais ça ne permet pas d'additionner. Et là, on a besoin d'additionner sur le magasin, ensuite sur la semaine, sur le mois, de voir où on en est des gaz à effet de serre. Ce serait trop drôle d'avoir un panneau moins 50% de carbone aujourd'hui, extraordinaire. Bah, c'est la VD. Je vous l'affiche en même temps. Ah, c'est la Blanche et Bess qui nous ont fait cette belle planche, un dessinateur de Cosette, et qui… Yaourt allégé, poids cassé. Combien je vous dois? Rien, vous êtes pris en charge. 1 tonne ou 2 s'il vous plaît pour mon jet privé. Parce qu'on est quand même là pour se marrer, quoi. Bah ouais, bien sûr, de toute façon, le compte carbone c'est quoi? On est déjà dans la joie. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, moi Armel, la question que je vais te poser, c'est les personnes là qui… Et disclaimer, avant de te lancer, disclaimer important. Pour les néophytes qui viennent d'arriver sur ces vidéos, qui se disent « Non mais attendez, ils sont en train de parler de restreindre, Je pense que les abonnés de la chaîne, vous savez dans quelle situation nous sommes. Pour les moins aficionados de limite, au-delà des émissions de gaz à effet de serre, en fait on a plus suffisamment de ressources en matière et en énergie, en suffisance que pour avoir, nous tous, des modes de vie très énergivores. Et donc, il y a déjà des contraintes. Et qu'aujourd'hui, les personnes qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui peuvent capturer, en fait, le stock d'énergie qui nous reste et de matériaux qui nous restent. Et qui les capturent, généralement, ce sont des milliardaires. Ce sont des personnes extrêmement riches. Et donc, à mon sens, et à voir qui le met en place et comment ça se met en place, on a là quelque chose qui pourrait aider la justice sociale, à mon sens. Maintenant, vous, de votre côté, peut-être qu'il y en a qui sont en train de regarder et qui se disent « Ah bah tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je pourrais faire ?
Pour participer à ça, Armel, comment est-ce qu'on peut poursuivre l'aventure après ce que tu nous as raconté pour ceux qui voudraient? Ouais. Alors d'abord, on a depuis déjà quelques années des comités carbone locaux. On fait des conférences et des débats, des ateliers. On a sur l'entreprise, l'association que je préside, escapejobs.fr, escape avec -jobs.fr. On a le / ludique. Et donc là-dessus, on a différents ateliers qui sont utilisables. Donc ils peuvent faire venir les ateliers ou les animer eux-mêmes. On a été accepté aussi par la procédure nationale qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr, où on rassemble des bénévoles pour aller faire collecter par des formulaires à la sortie des métros ou des spectacles ceux qui voudraient soutenir l'action européenne. Ça, c'est un autre point. Mais moi, je voudrais insister sur... j'ai consulté aussi pas mal de gens qui sont au-dessus de mes ressources à moi, au-dessus des moyens de base, et qui disent, et pour une fois, nous, en tant que riches, on va être contents de donner de l'argent pour des plus pauvres. Parce que c'est de l'argent qui va directement pour récompenser leur sobriété. Et en fait, le mécanisme du compte carbone, si on le résume en 3 mots, c'est un moyen de garantir vraiment la descente carbone en rationnant les riches, parce qu'il faut bien le faire, et en récompensant les pauvres. Ça, c'est un point de clarification du système, et tout en laissant la liberté à chacun de choisir par quel bout il commence. Question importante que je n'ai pas mentionnée, qu'est-ce qu'on fait avec la dette? Donc actuellement, la plupart des pays sont endettés par rapport à l'obligation qu'ils ont d'assurer les services publics et d'avoir... Et donc, en France, il y a un grand débat sur la question de la dette. Ma position personnelle, et je suis certains économistes comme Gisabelle Coupé-Soubéran, qui proposent qu'on fasse de la planche à billets pour limiter la dette. Parce qu'il y a des actions nécessaires où la création monétaire volontaire serait une des réponses. Dans Le Monde cette semaine, il y a un très bon débat entre 2 économistes, et l'un d'eux dit, vous savez, la dette, c'est utilisé par les gens qui veulent nous faire peur, mais ça n'est jamais qu'1 an d'activité. Et quand vous achetez une maison, vous vous endettez pour bien plus qu'1 an d'activité. Et on est en train de monter le bourrichon aux gens sur la question que la dette est vraiment très difficile. C'est sûrement des choses à gérer, mais ça ne doit pas nous écarter du fait que le climat est prioritaire. Bien sûr, clairement. Notre survie à l'humanité est prioritaire comparée à des chiffres qui sont là comme ça dans le vent. Mais qui sont en fait un contrôle et une emprise sur les ressources de demain, en quelque sorte. Ça, c'est important. Armel, comment ça se passe pour le vote, pour les votes? Vous avez besoin d'1 million les votes pour la pétition, vous avez besoin d'1 million de personnes, c'est ça? C'est ça, oui. Vous lancez quand? On vient de le démarrer, et c'est à 2000 actuellement. D'accord. Donc c'est vraiment le tout début. On essaie de faire une coalition d'entreprises... Je mettrai le lien en description, c'est important. Si le patron de Vinted pouvait nous écouter, ou d'autres patrons encore, on est déjà en discussion avec Blablacar ou avec d'autres entreprises qui ont des réseaux énormes de communication et qui sont en mesure de faire valoir que l'avion, c'est pas la panacée universelle et qu'on peut le partager, on peut le rationaliser, c'est ça le terme qu'on veut utiliser, mais le faire rassembler du monde qui vienne apporter son soutien à ça. Je vais rencontrer Paul Magnette, qui est vraiment très sympathique et très intéressant. Il a développé la même initiative que nous, le même modèle, sur l'option Tax the Rich. Et Tax the Rich, c'était vraiment... Moi, tous les gens à qui j'en ai parlé, ils ont tout de suite signé. Et ils ont été bloqués à 800 000 au lieu d'1 million. C'est vraiment trop dommage. Donc on n'est pas sûr d'arriver, malgré l'importance du sujet, à 1 million. Il faut vraiment qu'on y arrive, quoi, et que la Commission prenne ça en compte. C'est ça. Parce qu'au niveau de la Commission, actuellement, il y a un peu de doute qui s'est établi sur le Green Deal, et c'est le Fit for 55 qui est un petit peu mis en cause par les nouveaux élus, quoi. Et donc, il faut vraiment les aider, il faut vraiment trouver un... Comment ça te restreint, le Green Deal? Enfin, depuis quelques mois, il est restreint. Il y a des questions qui se posent. Il faut dire que le grand... celui qui le portait, le vice-président de la commission, a démissionné pour aller faire campagne aux Pays-Bas. Et ça manque un peu. Timmermans. Ça manque un petit peu parce que c'était lui qui était le plus porteur de cette nouvelle réglementation. Donc on peut le faire sur téléphone et on peut aller très facilement. Donc sur notre site web, il y a écrit signer. Ça, c'est clic. Le site web, c'est
Con. Oui, c'est tout par web, ça se fait tout Mais par... c'est quoi le site internet? Et le site, donc le site web que nous portons, nous, en direct, pour faire parler de l'avion et de Air, il s'appelle air-quota au pluriel, quotas.eu, ça c'est le point site web. Et là-dessus, on voit cette notion de signer. Et celui de l'Union européenne, c'est un site de la Commission qui s'appelle https://ECI comme European Citizen Initiative, .eu, puis après c'est le numéro 51. Mais on va vous redonner le lien en direct. Et là-dessus, ça doit être vérifiable. Et ils veulent vérifier que les gens ont plus de 18 ans. Bien sûr. Et qu'ils sont réels. D'accord. Et donc, il faut mettre son adresse postale pour les Français. Ou bien, il faut mettre son numéro d'ID pour les Belges ou les Allemands. C'est un peu plus facile. En tous les cas, on ne met jamais ni d'email, ni de téléphone. Et c'est absolument garanti par le RGPD européen. Parfait. Armel, merci à toi. Il faut bien pousser l'idée que Limite, c'est vraiment le point clé pour faire connaître des idées. Et donc moi, je suis vraiment reconnaissant à Vince et à toute son équipe pour vraiment ce montage. Il faut aller sur Tipeee, il faut aller sur... Oh, t'es gentil. Et bien, demain, le Tipeee, vous aurez des euros et des points carbone à mettre. Il y aura des points carbone avec, exactement. Il est très économe en carbone, mais quand même, il y a un minimum de consommation et il faut bien prendre. Je suis économe pour moi, mais pas pour ma famille. J'essaie de me plier en quatre pour eux, mais moi, même basket, même t-shirt. D'ailleurs, regardez bien, sur les vidéos, vous voyez souvent que je porte le même t-shirt. Je me lave, je vous rassure. Armel, je te fais un check. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Armel a tout dit concernant l'aide que vous pouvez fournir à Limite. On a mis toute notre discussion, les liens sont en description si vous voulez approfondir ça. Et à très vite, portez-vous bien. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Limite. Ciao tout le monde. Quelle est ta définition du réel?